Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore quelque chose de vertigineux, l'intelligence artificielle. Et surtout, les deux avenirs radicalement différents qu'elle pourrait nous dessiner d'ici 10 ans à peine. 10 ans, ça paraît court et long à la fois, vu la vitesse actuelle. Exactement. D'un côté, on imagine une sorte de renaissance où l'IA nous libère pour créer, pour prospérer comme jamais auparavant. Et de l'autre, un scénario moins rose, une société fracturée, dominée par une élite technologique et beaucoup de monde un peu laissé pour compte. C'est ça. Les deux extrêmes du spectre, en quelque sorte. Voilà. Alors, on va se plonger là-dedans aujourd'hui en s'appuyant sur une analyse vidéo récente qui explore justement cet impact potentiel d'une IA très, très avancée. Notre idée, c'est de bien décortiquer ces deux scénarios, de voir ceux qui pourraient nous mener vers l'un ou l'autre. Et de comprendre surtout. Et surtout, oui, de réaliser que la direction qu'on prend, elle se joue maintenant. Ce n'est pas écrit d'avance. C'est vrai que tout s'est accéléré de façon incroyable. Franchement, il y a quelques années, l'IA générative, les chats GPT, Claude, Gemini et tous les autres, c'était encore un peu de la science-fiction pour beaucoup. Ah oui, clairement. Et aujourd'hui, c'est quasiment partout. Ces outils, ils écrivent, ils codent, ils composent de la musique, ils créent des images, le tout sans jamais fatiguer, et ils apprennent à une vitesse, mais fulgurante. Et le truc qui est frappant, je trouve, c'est qu'elles ont l'air serviables, presque bienveillantes, conçues pour nous aider. Exactement. Et c'est peut-être ça le plus troublant, oui. On a l'impression d'avoir créé une forme d'intelligence non biologique, un peu étrangère, comme vous disiez, qui semble vouloir nous donner un coup de main. Allons-y, le chemin sombre donc. Imaginons qu'on rate ce virage de la démocratisation de l'IA. L'analyse projette un monde, vers 2034, où une poignée de géants technologiques, ceux qu'on connaît déjà, plus peut-être quelques nouveaux acteurs, chinois notamment. Oui, une concentration énorme. Ils contrôleraient l'essentiel, genre 95%, de toute l'infrastructure IA mondiale, des data centers gigantesques, de vraies villes énergivores, alimentées peut-être même par leurs propres petits réacteurs nucléaires. Dans ce futur-là, l'automatisation est quasi totale. Les usines tournent sans humains, les camions roulent tout seuls, les magasins, plus de caissiers, les bureaux sont vides. Et ça touche pas que les emplois répétitifs, j'imagine. Ah non, loin de là. C'est ça qui est nouveau. Même les métiers dits créatifs, les rédacteurs, les graphistes, les musiciens sont soit massivement remplacés, soit très très fortement assistés par l'IA. D'accord. Mais pourtant, sur le papier, les chiffres pourraient être bons, non? L'analyse parle d'un PIB mondial qui triple, une productivité qui explose, des marchés financiers euphoriques. Oui, une prospérité apparente. C'est là tout le problème. Le hic, c'est la concentration extrême de cette nouvelle richesse. Les propriétaires du capital, des algos, des données, ils accumulent des fortunes mais inimaginables. On parle des premiers trillionnaires. Trillionnaires carrément. Oui. Et pendant ce temps-là, la grande majorité de la population, elle dépend d'un revenu universel de base. Juste de quoi survivre, en fait. Pas vraiment de quoi s'épanouir ou monter des projets. Et les États, les gouvernements dans tout ça? Ils deviennent impuissants. Complètement dépassés. Ils deviennent fiscalement dépendants de ces méga-corporations et ils perdent leur pouvoir de régulation, leur souveraineté en quelque sorte. La démocratie, ça devient un peu une façade. Les vraies décisions, elles se prennent où? Dans les conseils d'administration, en Californie, à Shenzhen. Et les villes elles-mêmes, elles se divisent physiquement. D'un côté, des enclaves high-tech, ultra sécurisées pour l'élite, avec leurs IA personnelles surpuissantes. Et de l'autre? Et de l'autre, des zones bien plus vastes où le reste de la population est maintenu calme, pacifié en quelque sorte. Maintenu calme, c'est-à-dire par quels moyens? Par un flux constant de divertissement généré par IA. Des jeux hyper immersifs, des mondes virtuels très très addictifs, des réseaux sociaux qui modulent les émotions pour éviter toute forme de contestation sociale. L'analyse fait un peu le parallèle avec des univers de SF comme Ready Player One, où les gens s'évadent dans le virtuel pendant que le monde réel, lui, se dégrade. C'est une perte d'agentivité, comme on dit. Notre capacité à agir sur notre propre vie, sur notre destin, on deviendrait juste des spectateurs passifs. Exactement. L'analyse parle aussi d'intensification du capital, c'est ça? Un cercle vicieux. Tout à fait. Plus les détenteurs de capital s'enrichissent, plus ils investissent dans l'automatisation pour être encore plus efficaces.
Et donc, moins ils ont besoin de main-d'œuvre humaine, et moins les humains ont de travail, moins ils ont de pouvoir de négociation. C'est un cercle vicieux qui concentre le pouvoir et la richesse. D'accord. Et ce qui émerge de ça, c'est ce que l'analyse nomme un complexe techno-financier. Une alliance entre la tech et la finance peut être encore plus puissante, plus insidieuse que le complexe militaro-industriel dont parle Eisenhower. Plus insidieuse, pourquoi? Parce qu'elle ne contrôle pas juste les armes ou l'industrie, elle pourrait contrôler nos désirs, nos choix via la technologie, la finance comportementale. Sa grande force, c'est qu'elle nous donne l'illusion de la facilité, du confort, du divertissement sur mesure, des réponses instantanées à tout. Le prix à payer étant? Notre autonomie, notre libre arbitre au fond, c'est une sorte de capitulation douce, silencieuse parce qu'elle se fait sans violence apparente. Bon, ce tableau est assez glaçant, il faut le dire. Heureusement, l'analyse ne s'arrête pas là. Elle explore aussi une autre voie, un futur radicalement différent. Une alternative qui pourrait émerger si on fait des choix différents, et ce, dès maintenant. Oui, l'autre chemin. Comment ça pourrait se passer alors, cette alternative, plus lumineuse? L'idée centrale, c'est vraiment la démocratisation, l'appropriation collective de ces outils. Imaginez que vers 2025-2026, là très bientôt, une prise de conscience s'opère. Pas forcément une révolution violente, mais un changement de cap. Concrètement. Ça commence peut-être dans le monde du développement lui-même. Des acteurs importants de l'open source, on a vu des exemples comme Llama de Meta ou Mistral en France, qui refusent le modèle fermé, propriétaire des géants. Ils créent et surtout ils partagent des modèles d'IA puissants, accessibles à tous. Donc l'IA ne serait plus l'apanage de quelques multinationales. Voilà, c'est le point de départ. Mais ça peut aller plus loin. Des communautés locales, une ville, une région, un groupe professionnel, pourraient créer leurs propres IA, entraînées sur leurs données spécifiques, alignées sur leurs valeurs à eux. On pourrait voir émerger des coopératives numériques, ou même des DAO, ces fameuses... DAO. Alors attendez, juste pour être sûr, ça veut dire quoi exactement, DAO? On en entend parler, mais... Oui, bonne question. C'est vrai que le terme est un peu technique. DAO, ça veut dire organisation autonome décentralisée. En gros, ce sont des structures où les règles de fonctionnement, les décisions importantes et souvent même la propriété de l'organisation sont gérées collectivement et de manière transparente, souvent grâce à des technologies comme la blockchain. D'accord. L'idée derrière ça, c'est que des millions de gens pourraient posséder et contrôler ensemble ces nouveaux outils numériques surpuissants, au lieu que ce soit juste une poignée d'entreprises ou d'investisseurs. Intéressant comme perspective. Et les États, les gouvernements, ils auraient un rôle à jouer là-dedans? Dans ce scénario optimiste, oui, un rôle crucial. Poussé par une opinion publique informée, mobilisée, il n'essaierait pas de freiner bêtement l'IA, mais au contraire, de garantir un accès universel. Un peu comme on a fini par le faire pour l'éducation ou la santé, en théorie. Un droit fondamental à l'IA, en quelque sorte? Presque oui. On pourrait voir apparaître des infrastructures publiques d'IA, des sortes de communs numériques, financés par la collectivité, gérés démocratiquement et dont les bénéfices reviendraient à tous. Bon alors, projetons-nous dans ce monde alternatif de 2034. À quoi ça ressemblerait pour les gens au quotidien? L'analyse donne des exemples concrets. Oui, et c'est là que ça devient parlant. Imaginez un artisan à Nairobi. Il utilise une IA pour l'aider à concevoir des designs de meubles uniques, vraiment originaux. Ensuite, il loue des robots à l'heure dans un atelier partagé, un Fab Lab local, pour les fabriquer. Et il vend ses créations partout dans le monde via une plateforme décentralisée sans intermédiaire gourmand. Et il en vit bien? Très bien, oui! En travaillant peut-être 20 heures par semaine, parce que l'IA et les robots font le gros du travail répétitif. Pas mal. D'autres exemples, peut-être? Dans l'éducation? Oui, une enseignante, disons à Lyon, elle dispose d'un tuteur IA individualisé pour chaque élève de sa classe. Cet outil s'adapte au rythme de chacun, repère les difficultés, propose des exercices sur mesure. Et l'enseignante, elle fait quoi alors? Elle peut enfin se concentrer sur l'essentiel, sur l'humain. Inspirer les élèves, développer leur curiosité, leur esprit critique, leur intelligence émotionnelle, les faire travailler ensemble sur des projets. L'échec scolaire, dans ce modèle, il disparaît quasiment. Incroyable. Et dans d'autres secteurs? L'agriculture, par exemple, qui est souvent mentionnée. L'analyse cite l'exemple d'agriculteurs en Inde.
Grâce à une IA nourrie de données locales et satellitaires, ils optimisent l'irrigation au goutte à goutte près, ils utilisent beaucoup moins de fertilisants, ils prévoient les maladies des plantes, ils anticipent la météo locale avec une précision folle. Et pour vendre leurs produits? Ils vendent leurs récoltes directement aux consommateurs ou à des coopératives via une plateforme IA, en court-circuitant les intermédiaires qui prenaient des marges énormes. Résultat, leurs revenus pourraient quadrupler et la sécurité alimentaire locale serait bien meilleure. On pourrait multiplier les exemples, j'imagine une personne retraitée. Oui, une retraitée à Paris, passionnée d'histoire locale, elle utilise l'IA pour analyser des milliers de pages d'archives numérisées de son quartier. À partir de là, elle crée un petit service de conseil historique ou des visites guidées en réalité augmentée. Elle partage sa passion et complète sa retraite. Ce qui est vraiment frappant dans tous ces exemples, c'est que l'IA ne remplace pas l'humain. Elle l'augmente, elle libère son potentiel créatif, relationnel. C'est exactement ça l'idée centrale de ce scénario positif. Le travail pénible, répétitif, sans réelle valeur ajoutée humaine, il disparaît progressivement. Et ça libère un temps considérable. Du temps pour créer, pour apprendre tout au long de la vie, pour se connecter aux autres, pour s'engager dans sa communauté locale. Et ça pourrait même changer le système économique, Evelyn. Oui, l'analyse va jusque-là. Elle imagine que le capitalisme lui-même pourrait se transformer. Par exemple, avec des représentants IA d'intérêt public, des algorithmes conçus pour ça qui pourraient siéger virtuellement au conseil d'administration des grandes entreprises pour analyser en temps réel leurs décisions et alerter sur des risques éthiques, sociaux, environnementaux. Et la blockchain dont on parlait? Elle pourrait servir à assurer une transparence radicale. Imaginez les budgets publics, les processus de vote, totalement vérifiables par tous. Ça rendrait la corruption ou le gaspillage beaucoup plus difficile. D'accord. Et le revenu universel, il existe aussi dans ce futur-là? Oui, mais il change complètement de nature. Ce n'est plus une sorte d'allocation de survie pour compenser le chômage, c'est plutôt un dividende IA. Un dividende IA. Oui, puisque les infrastructures d'IA dans ce modèle appartiennent en partie à la collectivité, via l'État, des coopératives, des fondations. Chaque citoyen reçoit une part de la valeur immense qu'elle génère. L'automatisation ne profite plus seulement aux actionnaires, mais à tout le monde. C'est une forme de capitalisme distribué ou de socialisme de marché, si on veut. Et du coup, on résoudrait ce fameux paradoxe de l'automatisation. Les machines travaillent de plus en plus, mais au lieu d'avoir un chômage de masse et de la précarité, on aurait du temps libre de masse. C'est exactement ça. La semaine de travail pourrait tout naturellement descendre vers 15 ou 20 heures. Non pas parce qu'une loi l'imposerait d'en haut, mais parce qu'il deviendrait économiquement beaucoup plus pertinent de combiner l'efficacité redoutable de l'IA pour, disons, 75% des tâches. Avec la créativité, l'empathie, le jugement critique, la complexité humaine pour les 25% restants. Justement là où nous sommes et resteront sans doute irremplaçables. Et ça changerait tout pour l'éducation, on l'a vu, mais aussi la santé, j'imagine. Ah oui, radicalement. L'éducation se focaliserait enfin sur ce qui compte. La pensée critique, la créativité, la collaboration, l'intelligence émotionnelle, la capacité à apprendre. Des compétences que l'IA, même très avancée, ne maîtrise pas vraiment. Et la médecine? On ferait des ponts spectaculaires, diagnostics ultra précoces grâce à l'IA analysant nos données de santé en continu, traitements hyper personnalisés basés sur notre génome, mais avec un contact humain préservé et même renforcé pour le soin, l'écoute, l'accompagnement psychologique. L'espérance de vie en bonne santé pourrait atteindre, selon l'analyse, 100 voire 120 ans. Ça donne le vertige. Et l'innovation aussi exploserait? Oui, parce que les barrières à l'entrée pour créer une entreprise, lancer un projet, s'effondreraient. Avec l'IA comme assistant personnel surpuissant, n'importe qui avec une bonne idée pourrait la tester, la prototyper, la lancer à petite échelle. Et paradoxalement, dans ce monde où l'IA peut tout imiter, où presque l'art, la musique, l'écriture, qu'est-ce qui deviendrait vraiment précieux? L'authentiquement humain, justement. L'art créé par un humain, avec ses imperfections, son histoire, son émotion brute. Un concert live, avec la vibration de la foule. Une pièce de théâtre jouée par des acteurs en chair et en os. Une conversation profonde, en face à face. Les expériences humaines directes, non médiatisées, deviendraient le vrai luxe, la vraie richesse. Bon, ce futur est clairement plus désirable, on va dire, mais l'analyse est très claire là-dessus. Ça ne va pas tomber du ciel par magie. Ça dépend de choix cruciaux qu'on doit faire, maintenant. Quels sont ces choix clés? Elle a mis en deux gages 4 principaux.
4 grands axes sur lesquels il faut agir et vite. Premièrement, la transparence. On a besoin d'algorithmes dont on comprend un minimum le fonctionnement, qu'on peut auditer, vérifier, et surtout qui sont alignés sur nos valeurs humaines fondamentales. Il faut vraiment sortir de l'ère des boîtes noires, opaques, qui prennent des décisions qui nous impactent sans qu'on sache pourquoi. D'accord. Transparence. Le deuxième? Deuxièmement, la distribution. Il faut activement, politiquement, encourager et organiser le partage. Le partage de l'accès à l'IA, bien sûr, mais aussi de sa propriété et de son contrôle. Laisser ce pouvoir immense se concentrer entre quelques mains privées, c'est sans doute le danger numéro 1. Logique. Troisième point? Troisième axe, l'éducation. Une population qui comprend même les bases de ce qu'est l'IA, de ses potentiels extraordinaires, mais aussi de ses risques, elle est beaucoup moins manipulable. Elle peut participer de manière éclairée aux choix collectifs qui s'imposent. C'est un enjeu démocratique majeur, un enjeu de citoyenneté pour le XXIe siècle. Et enfin, le quatrième axe? Et quatrièmement, la gouvernance. Nos institutions démocratiques actuelles, nos lois, nos systèmes de régulation, ils ont été pensés pour un monde pré-IA. Ils sont souvent dépassés. Il faut les adapter d'urgence, inventer de nouvelles formes de régulation, de délibération collective, peut-être même en utilisant l'IA elle-même comme outil d'aide à la décision démocratique, mais toujours sous contrôle humain strict évidemment. Transparence, distribution, éducation, gouvernance. D'accord, mais ces grands principes, comment on les traduit en actions concrètes au quotidien? Ça peut paraître un peu énorme, abstrait. Non, mais en fait, ça se joue à plein de niveaux. Ce sont des milliers de décisions, petites et grandes. C'est une entreprise qui choisit de publier son modèle d'IA en open source plutôt que de le garder jalousement secret. C'est un gouvernement qui décide d'investir massivement dans une infrastructure publique d'IA pour garantir l'accès à tous plutôt que de tout laisser au secteur privé. Et au niveau individuel? C'est vous, c'est moi, c'est chaque personne qui prend le temps de se former un peu, de comprendre comment ça marche, d'expérimenter avec ces outils de manière critique. C'est participer au débat public, interpeller nos élus. L'analyse insiste beaucoup là-dessus. Le vrai pouvoir de changement, il ne réside pas dans les mains de quelques milliardaires de la tech. Il réside dans cette action collective, informée et déterminée de millions de citoyens. On a déjà vécu d'autres révolutions technologiques dans l'histoire. L'imprimerie, la révolution industrielle. Qu'est-ce qui est vraiment différent cette fois-ci avec l'IA? C'est principalement la vitesse. La révolution industrielle, elle a mis des décennies, voire un siècle, à déployer tous ses effets. Et il a fallu autant de temps et des décennies de lutte sociale, de création de syndicats, de lois sur le travail, pour en maîtriser un peu les dérives sociales et environnementales. Et là, avec l'IA? Avec l'IA, tout va beaucoup, beaucoup plus vite. L'évolution n'est pas linéaire, elle est exponentielle. L'analyse est assez frappante là-dessus. Elle suggère que les 2 ou 3 prochaines années sont absolument critiques. C'est maintenant qu'on définit la trajectoire pour les 50 prochaines années. On n'a pas le luxe d'attendre de voir comment ça tourne. Donc, l'urgence, ce n'est pas tellement de mettre un frein à l'IA, ce qui serait sans doute illusoire et même peut-être contre-productif. Exactement, ce serait comme vouloir arrêter le vent. L'urgence, c'est de l'orienter, c'est de la guider pour qu'elle bénéficie réellement à l'ensemble de l'humanité et pas seulement à une petite fraction. Est-ce qu'il y a des signaux encourageants quand même, des choses qui vont dans ce sens? Oui, heureusement, tout n'est pas noir. Il y a des chercheurs du monde entier qui collaborent sur ce défi crucial qu'on appelle l'alignement de l'IA. Justement, l'alignement, vous pouvez nous en dire 2 mots. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors l'alignement, c'est un défi à la fois technique et éthique qui est absolument majeur. C'est comment on s'assure que les objectifs que poursuivent des IA de plus en plus intelligentes, de plus en plus autonomes, restent bien alignés sur les objectifs et les valeurs des humains. Comment on évite qu'elles développent des comportements imprévus ou même carrément nuisibles, même si elles essayent bien faire selon leur programmation initiale. C'est un domaine de recherche fondamental pour un futur souhaitable avec l'IA. D'accord, c'est plus clair. Et au-delà de la recherche pure, est-ce qu'on voit déjà des initiatives concrètes sur le terrain, des pays ou des communautés qui essaient d'aller dans le sens de cette démocratisation? Oui, l'analyse en cite quelques-unes qui sont intéressantes. L'Estonie, par exemple, qui est très avancée dans la numérisation des services publics, mais qui essaie de le faire avec des algorithmes relativement ouverts, transparents et vérifiables par les citoyens. Singapour, qui expérimente des modèles où les citoyens pourraient être rémunérés pour les données urbaines anonymisées qu'ils génèrent et qui servent à entraîner les IA qui gèrent la ville, trafic, énergie. Une sorte de rétribution pour la donnée?
La Finlande, qui a lancé un programme ambitieux pour former gratuitement une large part de sa population aux bases de l'IA, pour que tout le monde ait un minimum de littératie numérique. Ou même, l'analyse cite des exemples au Kenya, où des startups locales utilisent l'IA pour des applications très concrètes d'inclusion financière ou d'amélioration de l'éducation dans les zones rurales. Donc oui, il y a des pistes, des expérimentations. Mais en face, j'imagine que les obstacles, les forces contraires, sont énormes. Immense, oui. Il ne faut pas être naïf. La logique du monopole technologique est très puissante. La recherche du profit à court terme pousse à garder les algorithmes secrets, à capter les données. La facilité avec laquelle on peut nous rendre dépendants, nous distraire avec du contenu personnalisé à l'infini, c'est une force d'inertie considérable. Et nos systèmes politiques. Ils sont souvent lents, bureaucratiques, pas adaptés à la vitesse de l'IA. Et puis, il y a cette alerte, reprise dans l'analyse, de l'historien Yuval Noah Harari sur ce qu'il appelle la nouvelle censure. La nouvelle censure, c'est-à-dire? Le risque, aujourd'hui, ce n'est plus tant, selon lui, de bloquer l'accès à l'information. Avec Internet, c'est devenu très difficile. Le vrai risque, c'est de nous noyer. De nous noyer sous un flot incessant de contenu, souvent insignifiant, généré à la chaîne par des IA, du divertissement facile, des fake news sophistiquées, qui nous maintiennent dans une sorte de brouillard mental. Confortable peut-être, mais totalement passif. On ne sait plus où est le vrai, où est l'important. C'est donc aussi une bataille culturelle, une bataille pour l'attention, pour l'éducation. Il faudrait que comprendre les bases de l'IA devienne aussi fondamental que savoir lire ou écrire au XXIe siècle. C'est exactement l'idée. Que questionner un algorithme qui prend une décision importante nous concernant, un prêt refusé, une candidature écartée, un diagnostic médical devienne un réflexe citoyen normal, qu'utiliser l'IA de façon éthique, créative, constructive, ça fasse partie des compétences de base que l'école nous apprend. Et ça ne peut pas venir que d'en haut. Ça doit venir d'une appropriation massive par le plus grand nombre. Et on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour ça. Le temps presse, ça c'est une certitude. Il suffit de regarder les progrès hallucinants de ces derniers mois, voire semaines. Gemini 1.5 Pro de Google, avec sa capacité à traiter des quantités énormes d'informations, les générateurs de vidéos comme Sora d'OpenAI qui sont bluffants, l'IA multimodale qui commence à comprendre et interagir avec le monde réel via des capteurs, les robots humanoïdes qui deviennent de plus en plus agiles et apprennent vite. C'est vrai que ça va très très vite. Dans 5 ans à peine, l'IA sera partout, intégrée dans nos vies, dans nos métiers, dans nos objets d'une manière qu'on peine encore à imaginer aujourd'hui. La question, ce n'est vraiment plus si elle va transformer notre société de fond en comble. La question, c'est comment. Est-ce qu'elle sera tissée comme une sorte de camisole de force invisible qui nous optimise pour le profit de quelques-uns et nous rend passifs? Ou est-ce qu'elle sera comme des ailes qui nous permettent de nous dépasser individuellement et collectivement? On se retrouve donc bien face à ces deux miroirs du futur très contrastés que décrit l'analyse. D'un côté, un monde de confort matériel peut-être, mais sans réelle liberté, diverti jusqu'à l'abrutissement, mais dépossédé de notre destin. Et de l'autre, un monde où l'on travaille beaucoup moins sur des tâches ingrates, où l'on crée plus, où l'on est, libéré par l'IA pour se consacrer à ce qui fait vraiment de nous des humains. Exactement. Et il faut insister là-dessus. La technologie elle-même, l'IA en tant qu'outil, elle n'est pas prédéterminée à nous emmener vers l'un ou l'autre de ces futurs. Elle est neutre, en quelque sorte. Ou plutôt, elle est incroyablement puissante et malléable. Ce sont nos choix collectifs, nos choix individuels, nos choix politiques, économiques, éthiques, qui vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. C'est notre volonté de prendre en main cette transformation, au lieu de la subir passivement. Tout à fait. Et ces choix, ils ne peuvent plus attendre. C'est vraiment maintenant qu'ils se jouent. La fenêtre d'opportunité pour infléchir la trajectoire vers le scénario le plus souhaitable, elle est encore ouverte, mais elle se referme très très vite. C'est une responsabilité historique assez écrasante qui pèse sur notre génération finalement. On est peut-être à un point d'inflexion majeur, l'un des plus grands de toute l'histoire humaine. La question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on va regarder passivement notre propre obsolescence arriver, anesthésié par le confort et le divertissement, ou est-ce qu'on va être les architectes actifs, lucides, d'une nouvelle ère, d'une symbiose homme-machine qui soit réellement bénéfique pour tous? Nous tombe dessus comme la foudre. C'est nous, les humains, qui la créons, qui la développons, qui la finançons. Donc on peut et on doit la diriger. Mais ça demande de sortir de l'ignorance, de la peur ou de la fascination naïve. Ça demande de s'informer, d'apprendre, de débattre, de s'engager. Et cette compréhension critique ne doit surtout pas rester l'affaire de quelques experts ou de quelques initiés.
Pour conclure, il y a une idée de l'analyse qui m'a particulièrement marqué, une sorte de paradoxe final très puissant, je trouve. Plus l'intelligence artificielle devient puissante, capable de faire des choses incroyables, Plus l'intelligence humaine authentique, nos qualités uniques, comme la créativité originale, l'empathie profonde, le jugement éthique nuancé, notre capacité à créer du lien social, du sens, devient précieuse. Irréplaçable même. Le scénario sombre, au fond, c'est celui qui étouffe ces qualités humaines, qui les rend inutiles, superflues. Alors que le scénario lumineux, Le scénario lumineux, au contraire, c'est celui qui les place au centre. C'est celui où ces qualités humaines uniques sont non seulement préservées, mais célébrées, cultivées, amplifiées. Car ce sont elles qui doivent guider la puissance phénoménale de l'IA, lui donner une direction, un sens. la vraie question qui nous est posée au final, elle n'est donc pas seulement technique ou économique. Non, elle est profondément humaine. Quelles sont les qualités que nous, collectivement, en tant que société, en tant qu'humanité, nous choisissons de valoriser, de cultiver et d'amplifier à l'ère de l'intelligence artificielle? La réponse que nous apporterons à cette question déterminera sans doute, plus que toute autre chose, le chemin que nous allons emprunter. C'est peut-être là, oui, que réside la clé de tout.